Pour recevoir pour le 4e symposium de jardin et santé. Voilà, vous savez que c'est toujours un exploit d'organiser ce genre de réjouissance. Il y a toujours des tas d'imprévus qui font le sel de la vie d'ailleurs. Je voulais vous donner simplement quelques petits renseignements tout de suite parce que nous avons eu beaucoup de questions à l'accueil. On nous demande, mais qu'est-ce que c'est que cette clé ? La clé USB qu'on vous a donnée. Alors évidemment, les plus jeunes, les clés n'ont pas de secret pour eux. Les moins jeunes, ça pose parfois quelques problèmes. Donc la petite carte qui est dans le dossier que vous avez est une clé USB. Ça se déplie, c'est très bien. On glisse ça dans son ordinateur. Et là, vous trouverez les conférences de nos conférenciers. Voilà, c'est une petite mise au point. Voilà, j'ai entendu un « ah », ce qui prouve que mon explication était obligatoire, indispensable. Bien, je veux évidemment remercier toutes les sommités qui nous ont rejoints pour ce symposium, car nous avons de grands intervenants et nous en sommes très, très heureux et très flattés. Et je dois vous annoncer, je veux le faire tout de suite pendant que nous sommes tous là, que nous allons normalement avoir demain matin à 9h la visite de Madame Ségolène Royal, qui s'intéresse tout à coup beaucoup au jardin à but thérapeutique. Donc, nos ateliers commenceront un petit peu plus tard. Et à 9h, je vous demande d'être tous au rendez-vous très ponctuel à 9h ici en plénière, demain matin. Voilà. Je laisse maintenant la parole à notre président du conseil scientifique qui va mener cette session avec le brio que nous lui connaissons. Merci, Madame la Présidente. Après le choc de l'information qu'on vient d'avoir... Je vous laisse intégrer cette information. On compte sur vous demain matin. La présidente me fait l'honneur, d'ouvrir cette séance. Présidente du conseil scientifique, pourquoi ? Parce que l'une des actions de l'association est un mécénat recherche clinique dans le domaine du cerveau, dont il ne sera pas directement question dans cette session qui, vous le savez, est consacrée à la mission première de l'association, la création, le développement, la recherche dans le domaine des jardins à but thérapeutique. La deuxième action forte, ce sont les symposiums. C'est le 4e, on l'a rappelé. Donc la plupart d'entre vous connaissez l'association, ses objectifs. Et je ne vais donc pas m'attarder. Juste une chose que je voulais dire, mais en voulant gagner du temps, on en perd. Oui, c'est ça. Les 3 précédents étaient l'un à Versailles, 2 à l'hôpital Sainte-Anne, qui n'étaient pas disponibles cette année en termes de locaux. C'est la raison pour laquelle nous sommes ici, et dans une salle bien remplie. Donc, moi, j'ai le plaisir, parce que ça ne m'a rien coûté, de remercier très chaleureusement les organisateurs pour avoir constitué cette assemblée, le programme qui a déjà reçu beaucoup de félicitations avant même de son déroulement, les bénévoles et membres divers de l'organisation qui font que tout se passe bien, le nombre public, les intervenants qui ont accepté l'invitation des organisateurs et qui sont déjà tous là pour cet après-midi. Est-ce que, Madame la Présidente, vous intervenez maintenant à nouveau ou on démarre la séance ? Alors, ce que je peux oublier, moi ou d'autres, pourra être rappelé. Je crois que le plus important maintenant, c'est d'écouter les personnes pour lesquelles vous êtes venus. Et effectivement, j'ai l'honneur, puisque c'est exactement le terme qui convient, non seulement d'introduire la séance, mais de vous présenter des conférenciers de grand renom dans des spécialités diverses. Vous avez pu le constater par la connaissance que vous avez de leurs travaux et par le programme. Le premier d'entre eux est M. Corbin, Alain Corbin, ici présent, qui est arrivé un petit peu en avance, comme moi, et on a déjà bavardé pas mal. Je ne vous ai pas dit qu'est-ce que je fais là. Oui, je suis dans le conseil. Je vous ai dit qu'il y a un conseil scientifique à cause du mécénat, donc un groupe de médecins dont je suis.
Et je suis par ailleurs tourangeau, ayant pratiqué en psychiatrie de l'enfant. Et M. Corbin a fait une large partie de sa carrière à Tours. Malheureusement, les universités communiquent, comme vous savez. Alors, parfois on se rencontre, parfois on ne se rencontre pas. Et j'avoue bien humblement que je n'ai pas eu le plaisir de connaître M. Corbin pendant son exercice long à Tours. Il va sans doute en dire 2 mots. Il nous dira aussi à quel titre il a été invité. Ses travaux sont dans le domaine de l'histoire, bien entendu, et tout particulièrement dans le domaine, comme on dit, du sensor et pas du rapport des sens à la... Vous allez le dire beaucoup mieux que moi. Et votre dernier ouvrage paru, il faut que je donne le titre exact, c'est L'arbre source d'émotions de l'Antiquité à nos jours, que sûrement vous trouvez là-haut, je présume. Monsieur Corbin, donc, qui a poursuivi sa carrière en étant professeur à Paris 1 Sorbonne, aujourd'hui professeur émérite, et encore une fois, auteur de nombreux travaux très estimés, personnels ou collectifs. Voilà, je vous donne la parole. Alors, il est souhaité que chaque conférencier, enfin, il n'est pas souhaité, il est imposé que chaque conférencier dispose de 30 minutes. Il est invité à parler plutôt 20 minutes, de manière à ce qu'il y ait une discussion, d'autant plus nécessaire que la salle est bien remplie, et remplie par des personnes qui sont, pour l'essentiel, des professionnels, des praticiens, des gens qui ont des questions à poser. Voilà, merci, vous avez la parole, monsieur. Et merci beaucoup encore d'avoir répondu à cette invitation. Merci, monsieur le président. Effectivement, je laisse la salle vous applaudir. Invite la salle. Oui, je n'ai pas de compétences thérapeutiques. Par conséquent, dans mon propos, il n'y aura pas de visée thérapeutique. Mais l'invitation m'a fait réfléchir. Après tout, la revue des émotions, puisque c'est à ce titre que c'est ce à quoi je m'intéresse, la sensibilité, les émotions, de l'Antiquité à nos jours, pourrait peut-être inspirer un peu ceux qui travaillent sur l'environnement. Donc, je parlerai des émotions suscitées par l'arbre, mais pas n'importe quel arbre. J'écarte d'entrée de jeu l'aspect terrifiant de l'arbre. Et il y en a beaucoup d'aspects terrifiants. L'arbre des sorcières, bien connu, là où elles tenaient leur sabbat, pensait-on au temps moderne. L'arbre des pendus, durant la guerre de 30 ans, par exemple, Dieu sait si on a pendu des soldats aux arbres. Les arbres maléfiques. On nous dit que pendant des siècles, on a pensé par exemple que le noyer avait une ombre maléfique, des racines maléfiques, que l'if avait des sucs maléfiques, l'arbre qui cause des accidents de la route, les arbres qui s'abattent et tuent, c'est le cas, enfin c'est pas le cas, mais Horace, le grand poète de l'Antiquité dont je reparlerai, a failli périr de cette façon. Les arbres foudroyés qui ne sont pas agréables à regarder, les arbres secs que les peintres se sont employés à représenter au cours de l'histoire, les squelettes d'arbres, si vous voulez, sans parler des arbres pétrifiés, je pense à Nerval ou à Darwin, au cours de leur voyage. Donc, je ne parlerai pas de cela, mais pas du tout des paysages de désolation, si vous voulez. En revanche, je fais un bond de 2500 ans, 2600 ans, 2400 ans pour lire Hésiode, les travaux et les jours. C'est déjà une visée thérapeutique, là. Il écrit « Puissais-je m'étendre à l'ombre, le cœur satisfait de mon festin, le visage tourné au souffle du zéphyr. » 2600 ans avant nous. Mais plus précisément, dans le Phèdre de Platon, qui met en scène Socrate et ses disciples quittant la ville d'Athènes le long de l'Ilinos, qui était un petit fleuve, Socrate s'écrie « Ah, paraîtra
le bel endroit pour y faire halte. Ce platane vraiment couvre autant d'espace qu'il est élevé, et ce gâtillier qu'il est grand et magnifiquement ombreux. Dans le plein de sa floraison comme il est, l'endroit ne peut être davantage embaumé. Et encore le charme sans pareil de cette source qui coule sous le platane. Mais le raffinement le plus exquis, c'est ce gazon, avec la douceur naturelle de sa pente, qui permet en s'y étendant d'avoir la tête parfaitement à l'aise. Évidemment, ça nous reporte encore une fois à 2500 ans. Mais beaucoup d'émotions me semblent là présentes qui sont enracinées pour très longtemps. Je prendrai comme autre exemple, pour à peu près la même époque, Horace, dans ses odes, qui met en scène le plaisir de l'osium, du loisir cultivé dans l'Antiquité. Ce plaisir, souvent, se goûte au pied d'un arbre, à l'ombre, où on invite ses amis, et on discute, on boit du vin. Sinon, on lit. Sinon, on réfléchit. Et donc, c'est un parcours philosophique qui se déroule sous les arbres dans les odes d'Horace. Là, on est dans le Locus Amaenus, le lieu merveilleux où on vient se reposer des magistratures dans l'aristocratie romaine, mais ce Locus Amaenus qui est chanté par Virgile aussi, j'y reviendrai, est un lieu sans doute un peu fantasmatique. Yves Bonnefoy, le poète, a montré combien c'était un lieu imaginaire. Alors je parlais de Virgile, vous avez en tête évidemment les bucoliques qui s'inscrivent dans la série de ce que je viens d'évoquer. Ces bucoliques qui travaillent l'imaginaire de l'Occident pendant deux millénaires, puisqu'au fond, si l'on se réfère au dialogue de l'arbre de Paul Valéry, il remet en scène les mêmes personnages que les personnages qui avaient été ceux de Virgile, et il développe longuement, et avec le talent que vous connaissez, leurs émotions. Mais il y a d'autres émotions. Je viens d'évoquer cette émotion de la douceur, de l'ombre, du lieu merveilleux, etc. Mais peut-il être thérapeutique aussi, cet arbre, les émotions? Alors il y a une émotion qui me semble primordiale et peut-être s'accorder un peu mieux à ce symposium, c'est la réminiscence. Je ne parle pas d'évocation historique, parce que le grec Théophraste, Pline le Jeune chez les Latins ont beaucoup exalté l'émotion suscitée par la profondeur temporelle de l'arbre. L'idée que, tiens, Ulysse est passé par là, cet arbre était déjà vivant lorsque Charlemagne, lorsque Jeanne d'Arc, lorsque que sais-je encore, sont passés à tel ou tel endroit. Je ne parlerai pas de ça, mais c'est une autre émotion que je veux évoquer ici, l'émotion qui est dite et redite par les romantiques dès Bernardin de Saint-Pierre à la fin du XVIIIe siècle. Il est commun de dire que l'arbre évoque des émotions fortes de l'enfance, de la réminiscence. On retrouve cela chez Fromentin dans son roman Dominique, chez Lamartine, notamment dans son poème Josselin. Émotions suscitées notamment par l'arbre du pays natal. Je dis ça, c'est peut-être thérapeutique, éventuellement. Chez le vieillard de retour au pays natal, l'arbre est évocateur et crée la réminiscence. Je pense par exemple aussi à un ouvrage beaucoup plus récent qui n'a pas à voir avec les yeux de Virgile, de Philippe Delerme, qui montre combien le Normand, habitué au verre du bocage du Normand, se sent exilé quand il le quitte et au contraire ravi de le retrouver.
Alors, évocateur de la propre enfance, l'arbre, comme la cloche, de la jeunesse. L'arbre peut rappeler les grands-parents, les plantations effectuées par des ancêtres dans la même perspective. Et surtout, il est capable de provoquer ce que des psychologues de la littérature, si vous voulez, ont appelé le choc mémoriel. Alors vous avez en tête, par exemple, la petite Madeleine de Proust, hein, mais je crois qu'elle est plus fréquent à propos de l'arbre qu'à propos des petites madeleines. J'y reviens. Qu'est-ce que c'est que le choc mémoriel? C'est non seulement la réminiscence dont je viens de parler, mais la sensation que ce passé est présent, que ce passé qui est suggéré est à la fois présent. Hein, pensez à la petite Madeleine. Alors, le premier texte assez célèbre à ce propos concerne un arbuste et non pas un arbre, c'est un sureau dans un roman de George Eliot, le moulin sur la Flosse, dans lequel elle exprime exactement ce qui sera exprimé par Maupassant, par Proust, etc., le choc mémoriel, à propos d'un sureau, d'une haie. Donc, cette idée que le passé est présent, hein, en soi. Alors, Proust aussi, il est revenu, c'était un lecteur, hein, de George Eliot, et il a exprimé sa reconnaissance, en quelque sorte, à George Eliot. Mais, par exemple, les trois arbres, si je connais la recherche du temps perdu, l'épisode des trois arbres. L'arbre, peut-être, d'ailleurs, à ce propos, peut-être plus l'arbuste que l'arbre. Hein. Dans le domaine de l'odorat aussi, hein, le choc mémorial est très fort. Face à un parfum chez Maupassant, chez George Sand, chez Maupassant, c'est extrêmement fréquent. Dans la même perspective, mais autre, il est des arbres qui, depuis l'Antiquité, sont considérés comme des arbres bénéfiques. Pas forcément thérapeutiques, mais au moins bénéfiques. Alors, je ne m'attarderai pas, parce que je n'ai pas le temps, vous imaginez le nombre d'arbres bénéfiques, mais il en est un, de manière étonnante et à peu près considéré continuellement comme bénéfique, c'est le tilleul. Depuis, donc, Virgile, Horace, etc. Pourquoi le tilleul? Pour au moins trois raisons. Son arbre est douce. Autant je vous disais que l'arbre du noyer n'était pas douce, l'arbre du tilleul est douce. Le tilleul est un bienfaiteur de par sa tisane. Et assez étonnant, parce que moi je déteste ça, mais ces poètes, ces écrivains, etc., appréciaient le tilleul dans la mesure où les abeilles aimaient les tilleuls. Et donc, où les abeilles étaient fort représentées à l'intérieur du tilleul. Alors ça, c'est lié évidemment à la douceur du miel, etc. Mais enfin, les abeilles, c'est pas forcément très, très agréable. D'autre part, dans le domaine des émotions bénéfiques, c'est l'oiseau. L'oiseau est très souvent associé à l'arbre, notamment au Moyen-Âge, dans les romans médiévaux, de la Renaissance médiévale. Plusieurs sont consacrés à cette prolifération des oiseaux dans l'arbre. Ce que Chateaubriand, dans le Génie du christianisme, appelle les châteaux aériens pour les oiseaux, que sont les arbres. Transition, parce qu'il faut que je me hâte. Autre émotion très importante, suggérée par les arbres, et tout ça évidemment est connu des paysagistes, ce sont les impressions auditives. Ce que les romantiques, notamment les romantiques allemands, ont considéré comme harpe éolienne. C'est-à-dire que le vent chante dans les arbres, l'harpe éolienne. C'est le bruit du vent dans les arbres, en particulier le peuplier, hein, là ce n'est pas le tilleul, invite à écouter l'arbre. Écouter l'arbre pour en entendre la musique, le bruissement de l'arbre en tempête,
à la fin du XVIIIe et au début du XIXe, cela s'accorde tout à fait au code du sublime. Vous connaissez Burke, Kant, etc., qui distinguent le beau, le sublime et le pittoresque plus tard, enfin par d'autres. Eh bien, le vent dans l'arbre donne des émotions qui se réfèrent au sublime, c'est-à-dire qu'il fait éprouver la force de la nature et la petitesse, en quelque sorte, de l'homme, mais en même temps, l'homme, en sa petitesse, se confronte, en quelque sorte, à la tempête. Alors là, pensez à Chateaubriand, le lien vent-arbre, code du sublime, force de la nature, etc. De là à penser, ça a été souvent dit, que l'arbre non seulement chante en quelque sorte dans le vent, etc., mais qu'il parle, qu'il y aurait une parole de l'arbre. Ça peut paraître un peu étonnant, mais il n'y a pas que l'arbre d'ailleurs. Hein. Les grandes herbes qui ondulent, on parle aussi hein, dans les films de Malick, par exemple, récemment. Bon, l'arbre parle, mais il parle depuis l'Antiquité, l'arbre. Les chênes de Dodone étaient considérés comme des devins et des prêtres transcrivaient les sons supposés des arbres de Dodone. Et cette idée qu'il y a une parole possible de l'arbre ne quitte pas la littérature hein, en Occident. Je prendrai un exemple. Cyrano de Bergerac, le libertin du XVIIe siècle, qui voyage à la lune, le soleil, etc., rencontre des arbres qui viennent de Dodone, dont la semence ont émigré en quelque sorte, et qui tiennent alors des discours chez Cyrano de Bergerac interminables. Mais celui qui nous concerne le plus, c'est peut-être Victor Hugo. Victor Hugo ne cesse de dire qu'il écoute les arbres, qu'il vient les écouter. Dans les Contemplations, il y a un de ses poèmes d'ailleurs qui est intitulé à ce propos Les arbres, et il dit que toute sa vie, il est venu écouter le message des vents dans les arbres. Alors, évidemment, chez Victor Hugo, ce n'est pas étonnant, puisqu'il y a un pansensualisme, il y a un panthéisme, si vous voulez, permanent, c'est-à-dire que non seulement l'arbre pour lui, mais l'herbe dialogue avec les étoiles hein, dans les contemplations. Mais c'est un exemple intéressant que cet anthropomorphisme qui invite à dialoguer avec l'arbre. Ben oui, parce que l'homme et l'arbre, depuis l'Antiquité, depuis Théophraste Pline le Jeune, on a souligné que les deux sont verticaux, l'homme et l'arbre, verticalité commune, que les deux ont des branches, les branches de l'arbre sont comme des bras, en quelque sorte, et que la sève est comme le sang, etc., etc. Donc, il est peu étonnant, finalement, de dialoguer avec l'arbre dans cette perspective. Mais il y a plus d'étonnant encore. Certains ont poussé l'idée que l'arbre pouvait apprendre à l'homme à vivre, en quelque sorte. C'est la notion de l'arbre, que je dirais l'arbre mentor, hein, c'est-à-dire l'arbre auprès duquel on vient chercher des leçons. Il y a un roman entier consacré à cela, un peu oublié, parce que, bon, c'est comme ça, purgatoire, c'est le Siloé de Paul Gaden, où vraiment le héros vient presque chaque jour, et l'héroïne d'ailleurs, guetter l'arbre et prendre des leçons de l'arbre. L'arbre est peut-être aussi, à ce propos d'ailleurs, une leçon de fermeté, de maîtrise. Vous savez qu'on souligne à ce moment, mais vous connaissez mieux que moi cela, que l'arbre conserve ses blessures, conserve ses cicatrices, si vous voulez, ce qui ne l'empêche pas de grandir, de se développer en quelque sorte. Et en ce sens, ça pourrait être une leçon pour l'arbre que le traitement de ses blessures passées. Alors,
tout ce que je viens de vous dire se traduit par un vocabulaire très fréquent, par exemple dans la forêt de Fontainebleau, lorsqu'elle devient une sorte de parc de loisirs pour les Parisiens sous le Second Empire. Et une série d'arbres sont baptisés, en quelque sorte, et sont baptisés en fonction de leur capacité morale. Le rageur, j'aime le chêne appelé le rageur, est peint pratiquement par tous les peintres de l'école de Barbizon et au-delà. Et cette thématique de la force de l'arbre qui est une leçon, j'y reviens, se déploie au lendemain de la défaite de 1870-71, parce que justement il peut être un modèle, comme je vous parlais du rageur. Pour Théodore Rousseau, le grand peintre de Barbizon, les arbres sont des héros. Et c'est des héros de l'Iliade, en quelque sorte. Et c'est une des raisons pour lesquelles se développe à ce moment l'idée qu'il serait bon de les préserver. La campagne de préservation, je parlais de la forêt de Fontainebleau, mais antérieurement, se déploie, et George Sand, d'ailleurs, y participe. Évidemment, il y a bien d'autres émotions suscitées par l'arbre, mais le temps ne me permettrait pas de la développer. Il y a la sidération qu'il ne cesse d'aspirer, si vous voulez. La comparaison entre l'homme et l'arbre, donc cette sidération est une des émotions profondes. J'ai parlé aussi du refuge. Alors ça, dans les fables de La Fontaine, les animaux qui se réfugient dans les arbres, et il y en a. Et surtout, le lien a contrario, puisque j'ai parlé du vent, du bruit, de l'écoute, avec le silence. C'est un objet d'étude extrêmement intéressant, les émotions suscitées par le silence. Et l'arbre, comme l'herbe, quand tout s'apaise, contribue à la texture. Là, je reprends des idées de Valéry ou de Claudel. La texture du silence. Quand on est à la campagne, la texture, le silence peut être absolu. Il l'est rarement. Maurice de Guérin, dès le début du 19e, disait qu'il ne, pratiquement jamais. Il y a toujours un petit bruit, quelque part. Peut-être lointain, peut-être proche, etc. Donc, l'arbre constitue un élément constitutif de la texture du silence dans la campagne. Surtout l'arbre immobile au léger bruissement. Alors, celui qui a le plus développé cette nécessité de l'histoire du silence, c'est Maeterlinck, et ainsi que d'ailleurs presque tous les symbolistes, le poète Rodenbach ou les peintres symbolistes qui sont imprégnés de silence. Et les peintres de cette époque, Maurice Denis a baptisé sa grande demeure de Perros-Guirec Silencio. Voilà. Donc là, il y a quelque chose qui est à creuser. J'en arrive à des émotions qui relèvent d'une pulsion forte liée à l'anthropomorphisme, qui pousse en quelque sorte au plus loin l'anthropomorphisme. Il faut, à ce propos, rappeler que depuis l'Antiquité, l'arbre était considéré comme habité par des femmes. Certains arbres, évidemment. Les hamadryades. Les hamadryades antiques qui vivaient dans l'arbre, au pied de l'arbre, etc., n'ont cessé de fasciner l'Occident.
Au Moyen-Âge, c'est un thème extrêmement développé dans la littérature. La femme et l'arbre, la Madriade. Ensuite, je prendrai un exemple, les pré-raphaélites suggèrent cette proximité de la femme et de l'arbre d'émotion. Et il est un peintre qui, les 20 dernières années de sa vie, n'a fait que ça, si vous voulez, de chercher la femme dans les arbres, c'est Matisse. Matisse a multiplié, si vous regardez les œuvres complètes en quelque sorte, de Matisse, cette alliance de la femme et de l'arbre. À tel point qu'il disait que lorsque vous voulez faire le portrait d'une femme, pensez à l'arbre qui est en elle. C'est une espèce de renversement. Mais ça n'étonnera pas ceux qui connaissent bien antérieurement l'art nouveau, Mucha, je prononce à la française, hein, et toutes ces femmes plantes et tout. Bon, alors, je voulais simplement rappeler cette existence de la Madriade, de Daphné, l'opéra de Richard Strauss intitulé Daphné est actuellement en train d'être représenté au théâtre de la Monnaie à Bruxelles. Donc, l'idée qu'il y ait des hommes, il y a d'abord des arbres qui aiment les hommes et qui se penchent vers eux pour les réconforter. On trouve ça dans les poésies de Ronsard, par exemple. L'arbre qui se penche à tel point qu'il passe des branches, par exemple, par la fenêtre d'un individu pour le réconforter. Et pour Ronsard, Ronsard reprend un thème extrêmement fréquent à son époque, l'idée qu'on vient faire confidence à l'arbre. Quand on a des peines de cœur dans l'Astrée, par exemple, et dans la pastorale du XVIe siècle, on vient se confier à l'arbre. Et chez Ronsard, ça va plus loin, puisqu'il identifie à un certain moment Geneviève et le Genèvre, je ne sais plus comment s'appelle cet arbre, il identifie un arbre, non seulement il vient se confier à un arbre, mais il considère que cet arbre est sa maîtresse. Hein. Ça va donc plus loin. Seulement chez Ronsard, il y a cependant la conscience d'une fiction poétique. Il le dit. Il y a des moments où il dit « Oui, enfin, je vous dis ça, mais vous avez compris que j'exagère. » Alors, celui qui a été le plus loin, c'est un des transcendantalistes américains. Vous savez, cette théorie issue d'Emerson, en quelque sorte. Enfin, pas en quelque sorte, avec de beaux romans, à Hawthorne, là, l'été écarlate, etc. Bon, c'est Henry David Thoreau. Thoreau, son journal est absolument admirable. Il n'a pas été traduit complètement en français, d'ailleurs. Et on peut lire, par exemple, mais je pourrais multiplier les exemples dans l'œuvre de Thoreau, il dit qu'un jour, je suis tombé amoureux d'un arbre. Voilà. Entre deux points, donc c'est clair. Hein, il se promenait sans cesse dans les environs de Concorde, puisqu'il a dit j'ai voyagé 40 ans, mais à Concorde. Donc il exagère un peu parce qu'il a été aussi dans les forêts du Maine, etc. Mais bon, voilà, c'est à mon avis aimer l'arbre. C'est là qu'on va le plus loin. Je terminerai par 3 exemples. Jeameray Duval, qui était un homme du peuple, qui a laissé des souvenirs qui ont été édités par Jean-Marie Goulmot. Quand il a quitté, il avait été heureux à un endroit. Là, nous sommes au milieu du XVIIIe, ce n'est pas encore l'époque romantique. Quittant cet endroit, il s'en va embrasser l'arbre. Et le geste d'embrasser l'arbre est une émotion forte qui peut-être avoir des caresser et embrasser, qui n'est pas la même chose. On le trouve actuellement au cinéma, des hommes et des dieux, c'est comme ça, hein, le titre de ce film. On voit l'abbé, ou je ne sais trop, caresser les arbres. Là aussi,
l'arbre, le film qui est consacré à une peintre primitive. J'ai oublié le nom, j'ai oublié son nom. Bon, ce geste d'embrasser l'arbre est courant. Lamartine, il y insiste très longuement dans ses poésies. Je vais parler de Josselin, etc. Mais dans d'autres textes. Chez Verhaeren, c'est un peu différent. C'est l'idée que lorsqu'on embrasse l'arbre, on bénéficie de sa force. On bénéficie de toute sa puissance, en quelque sorte. Et il y a un poème de Verhaeren totalement consacré à cela. Dernier exemple, parce qu'il est différent, je le prendrai dans le roman de François Mauriac, Le baiser aux lépreux. Le baiser aux lépreux se termine par un embrassement d'arbre, mais pas dans la même perspective, pas dans le souci ou la visée de participer à sa puissance ou à sa force, mais l'inverse. C'est-à-dire que l'héroïne qui finalement a vécu avec un mari un peu contrefait, enfin un peu minable, si vous voulez, alors qu'elle est tentée par l'adultère avec des hommes plus séduisants, finalement, à la mort de ce mari, se précipite dans c'est dans les pins du sud-ouest des Landes, et elle va embrasser un arbre extrêmement chétif pour montrer que finalement c'est l'amour de ce mari, enfin c'est suggéré qu'elle traduit par là le baiser aux lépreux, si vous voulez. Donc voilà des exemples d'émotions fortes. Je m'arrête parce que je vois qu'il va être temps. Mais sur chacun de ces points que je pourrais développer, que j'ai développé ailleurs, mais finalement, ce sont des exemples où l'arbre agit sur le psychisme, d'une certaine manière, me semble-t-il, sur le sentiment de soi, sur le sentiment du temps aussi, sur le sentiment de la naissance et de la mort, et de l'amour. Donc, il est possible que tout ça suggère des éléments aux thérapeutes. Voilà. Je vous remercie de votre attention. Merci infiniment. Je n'ai pas le rôle le plus difficile, mais un rôle un petit peu ingrat quand même, c'est de tenir l'horaire. Donc, pour la discussion, nous serons un petit peu limités. Si M. Corbin reste parmi nous, il sera possible de parler dans les couloirs et éventuellement dans la discussion générale. Une question éventuellement. Et puis, le temps que la salle se manifeste ou pas, rappelez le titre de votre ouvrage que j'ai peut-être déformé à l'instant, votre ouvrage 2012 ou 13 sur l'arbre. Oui. C'est la douceur de l'ombre, c'est ce qui me les semble, émotions voilà, suscitées par l'arbre de l'Antiquité. Je ne sais plus si c'était le titre premier ou le titre second, la douceur de l'arbre, c'est bien ça. Voilà. La douceur de l'ombre. De l'ombre. Mais on est très impressionnables tous par les arbres et par les. Voilà. Y aurait-il une question à réponse courte, très courte, Monsieur Quignard? Oui, merci beaucoup, M. Corbin, pour votre intervention. J'ai été très impressionné par justement tous ces rapports entre l'arbre et les poètes et surtout les adultes. Mais n'y a-t-il pas, du point de vue justement de la richesse de l'arbre et des émotions, l'importance de l'arbre près des enfants? Quel enfant n'a pas construit une cabane ou voulu construire une cabane dans un arbre? Et je pense que pour les pédiatres, c'est une interrogation importante. Oui, je ne peux pas répondre parce que je peux être pédiatre, mais c'est un thème littéraire aussi. Ça, et puis l'enfouissement dans les chemins creux, George Sand par exemple. Et la cabane dans les arbres, je parlais du bocage dont je suis originaire, je l'ai fait comme tout le monde en étant enfant. Et quand je parlais de la réminiscence de l'enfance,
c'était une façon de renouer en quelque sorte avec ce temps de la cabane dans les arbres. Comme pour ce qui est de grimper, c'est autre chose. Hein. C'est un peu autre chose. Mais alors aujourd'hui, avec les acrobranches d'une part, et avec le succès des cabanes dans les hôtels cabanes, ça c'est une des choses les plus profondes de notre actualité, mais dans ce domaine. Mais vous le connaissez mieux que moi, quoi. Voilà. Oui, monsieur le professeur, je ne suis pas évidemment capable, comme vous, de balayer tous le passé de la littérature, mais il y a une chose qui quand même me frappe, et vous pourrez peut-être me répondre, à une époque comme la nôtre où on parle beaucoup justement de ce besoin de l'homme pour tout ce qui est végétal en particulier. Est-ce que la littérature actuelle nous donne ce reflet ? Est-ce qu'on puise dans cette littérature actuelle autant d'exemples que vous avez pu en puiser par le passé ? Oui, je crois. Je ne suis pas du tout un spécialiste du tout présent, hein, du XXIe siècle et du XXe siècle. Pour pouvoir... Mais j'ai parlé de Valéry, c'est quand même pas très très vieux, Claudel non plus, mais Philippe Delerme, c'est un... Alors, oui, j'ai pas en tête exactement mais si, il y a beaucoup Didier Van Kovelaert a consacré un livre justement au bois de l'arbre. Non, c'est quelque chose qui et justement c'est à comprendre. Alors, il y a aussi évidemment, vous pensez au tournant du 19e, 20e siècle, Tarzan, hein, tout simplement, les aventures de Tarzan. Ça, on entre dans autre chose. Mais dans la saga de Jules Verne, les arbres sont très présents. Les arbres refuges, par exemple, dans Les Enfants du Capitaine Grant, hein, qui est vraiment un refuge absolu contre l'inondation. Bon, oui, non, ce n'est pas du tout un thème disparu. Il me semblerait néanmoins que l'herbe, dont j'ai parlé un peu, à laquelle je fais allusion, est peut-être plus évocatrice aujourd'hui, enfin, peut-être plus fortement évocatrice. Alors, en ce qui concerne le cinéma, Jean Mottet a dirigé un livre sur l'arbre au cinéma, ce qui est une façon de répondre à votre question, puisque le cinéma, c'est le cinéma actuel. Hein. L'arbre dans le cinéma, c'est un beau volume aux éditions Champvallon. Nous terminons, pardon, si vous voulez bien, sur cette ouverture. Je pense que les nombreux spécialistes du paysage qui sont ici auront tout particulièrement apprécié votre recension de l'histoire. À ce propos, je n'ai pas parlé du tout des forêts, parce que c'est l'arbre champêtre, c'est l'arbre de haie, c'est l'arbre isolé, etc. Hein, vous avez bien senti que c'est cet arbre-là dont je parlais. Les forêts, c'est encore un autre thème. On va rester dans notre sous-sol, si vous voulez bien. Et je vais appeler monsieur, après vous, monsieur Gilles Pépien, qui va nous rejoindre.